auditeurs, bonjour. Vous êtes bien sur Méridien Zéro. Roberto à la barre pour cette nouvelle émission de l'Écho des Canuts. J'ai l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Pierre Vial. Pierre Vial, bonjour. Bonjour. Nous avons choisi de rencontrer Pierre pour évoquer avec lui la mémoire de Jean Audry. Et c'est ce que nous allons faire dans cet entretien très informel, mais qui sera, je l'espère, plein d'anecdotes et plein de souvenirs. Voilà, puisque Pierre a passé de longues années avec Jean, et c'est tout ce parcours que nous allons évoquer sous le regard un petit peu du président d'honneur de Terre et Peuple qui était Jean Audry. Alors Pierre, si on doit évoquer Jean Audry, on va peut-être commencer à le situer par rapport à son époque de naissance, ce qu'il a pu vivre dans cette France un peu particulière que beaucoup décrient aujourd'hui. Est-ce qu'il l'évoquait un petit peu? Il est né en 1934, je crois. Oui, Jean évidemment évoquait toujours avec une certaine nostalgie la France qu'il avait connue quand il était jeune, et qui évidemment n'est plus celle que nous avons aujourd'hui du tout. Et il aimait bien évoquer certains souvenirs avec l'humour qu'il caractérisait, parce que contrairement à ce qu'on pourrait imaginer quand on le voit, ne serait-ce qu'en photo, où on voit un monsieur un peu d'aspect sévère, Jean avait beaucoup d'humour et aimait l'humour. Et lorsqu'il parlait des années qu'il avait vécues dans sa jeunesse, il disait souvent qu'il y avait encore très présent le souvenir du front crapulaire. Alors le front crapulaire, c'était le front populaire, évidemment. Et aujourd'hui, ça ne dit plus rien du tout aux générations actuelles, mais ça faisait partie du vocabulaire qu'affectionnaient les gens de droite, y compris dans l'après-guerre, puisque Jean a vécu l'après-guerre et il a eu l'occasion de côtoyer pas mal d'hommes intéressants, et entre autres quand il faisait référence à son service militaire, parce que il fait partie de ceux qui ont connu encore le service militaire, et en tant que normalien, il était officier, ce qui est quand on est agrégé ou normalien, d'office on vous balance comme officier, ce qui est d'ailleurs complètement aberrant, parce que c'est pas parce que vous êtes un bon intellectuel que vous êtes un bon officier. Je dirais peut-être au contraire, mais bon, lui il avait pris ça à cœur, et il était officier dans un régiment de tirailleurs algériens. Ça existait à l'époque, évidemment, c'était avant 58. Et il m'avait dit une fois, tu sais, j'utilise le vocabulaire qu'il utilisait entre nous, et il ne se cachait pas derrière les mots, hein. Il dit, les bougnoules. Bon, tu sais, les bougnoules, souvent on dit les bougnoules, mais il faut les connaître un peu. Moi, je les ai connus, j'en ai eu sous mes ordres pendant un certain temps. Et c'est des gars, finalement, si tu sais être avec eux ce qu'ils attendent, c'est-à-dire quelqu'un qui... il disait, tu sais, les Nord-Africains, quand ils sont bien pris en main, qui sont commandés comme on doit les commander, il y a une espèce de pacte qui s'établit, et ils ont une chose ce que les Français aujourd'hui ne comprennent pas très bien, c'est que les Maghrébins ont le respect de la force. Et quand ils ont affaire à quelqu'un qui se conduit comme il doit, c'est-à-dire un officier, c'est là pour commander. Donc un officier qui commande, sans faire du misérabilisme, il joue le jeu, les braves tirailleurs jouent le jeu, et ils peuvent être d'excellents combattants. D'ailleurs, ils l'ont montré au cours de l'histoire. Quand ils sont bien pris en main, ils peuvent être de très bons combattants. Et en particulier, me disait-il, mais ça je le savais déjà, en particulier les Berbères. Les Berbères peuvent être de très bons soldats.
Donc il avait tiré de cette partie de sa vie un certain nombre d'enseignements, de conclusions. Et puis il entrait dans la vie active à ce moment-là, puisque il avait donc fait normal, il a passé l'agrégation de lettres classiques, et il est entré dans la vie universitaire avec tout ce que ça implique, où évidemment on ne retrouve pas vraiment l'ambiance qu'on peut connaître dans un milieu militaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais Jean s'adaptait au milieu, aux personnes qu'il côtoyait. Il avait une capacité d'adaptation qui était assez étonnante et qui pouvait surprendre parfois parce qu'on s'imaginait qu'il était fait d'un bloc. C'était quelqu'un qui était très, très fin, très nuancé et qui savait mettre de l'eau dans le vin quand il faut, et parfois il faut. Il l'a montré dans tout ce qu'il a pu faire à l'université. Donc voilà, moi je l'ai connu après, bien sûr, après toutes ces années on va dire de jeunesse. Il était encore un homme jeune. Et moi je l'ai connu avec les débuts du Grèce, puisque c'est à ce moment-là que je l'ai rencontré. Bon, il n'était pas encore très âgé, puisque le Grèce est né en 1968. J'ai dû le rencontrer pour la première fois à un colloque du Grèce. Ça devait être en 1970 ou 1971. On a sympathisé tout de suite et on s'est senti des affinités, des atomes crochus immédiatement. Et je dirais presque à demi-mot. On n'a pas eu besoin de s'expliquer longtemps sur certains sujets. C'est donc au Grèce que vous vous rencontrez? Comment? C'est donc au Grèce que vous vous rencontrez? Oui, ouais. Oui. À l'époque, il venait là. Il trouvait la démarche du Grèce intéressante et il avait proposé tout de suite un coup de main si on en ressentait le besoin. Je lui ai tout de suite dit, comment donc, oui. À l'époque, on se voyait encore. Je lui ai dit, vous savez, des gens comme vous, on en a un besoin impératif. Et on est parti d'ailleurs très vite sur justement le thème de l'intellectuel organique. Et je lui disais, moi, ce que je voudrais recruter au Grèce, ce sont des intellectuels organiques. Et vous me semblez avoir le bon profil. Alors il m'avait dit, c'est gentil. On verra si l'avenir confirme votre analyse. Mais je dis, moi, j'en doute pas un seul instant. Puis très vite, on en est venu à être liés par une véritable amitié. On s'est tutoyé. Et il m'a dit, tu sais, il va falloir qu'on voit ensemble de quelle façon on peut agir dans le cadre de l'université, des universités, puisqu'on voyait un certain nombre de choses arriver. 68, on sait ce que ça a donné. Lui, très vite, il avait pris position, puisqu'il ne mettait jamais ça en avant, parce que Jean était quelqu'un comme les hommes qui ont de véritables qualités, c'était quelqu'un de modeste. Il n'aimait pas parler de lui, c'était pas le style je. Non. Quand on le poussait un peu dans ses retranchements, il acceptait de dire un certain nombre de choses. Et c'est vrai qu'il a été, et moi j'ai eu accord souvent, quand j'ai eu l'occasion de le rappeler, il a été un des fondateurs de Lyon 3. Si Lyon 3 existait, c'est en grande partie grâce à des gens comme lui. Ils étaient peu nombreux. Dans un article que je lui consacre dans le prochain numéro de la revue Terre et Peuple, je rappelle que à la naissance de Lyon 3, puisque Lyon 3 est né du fait que quelques universitaires, très peu nombreux au départ, ne pouvaient plus supporter d'être l'ambiance de ce qu'était alors Lyon 2. Ça ne s'appelait pas encore Lyon 2, puisque moi, quand j'ai fait mes études à Lyon, à la faculté des lettres, il n'y avait qu'une université de lettres à Lyon, il n'y en avait pas deux. Et il y en a eu deux le jour où
quelques universitaires ont dit, nous, on peut plus travailler dans ces conditions-là, parce que, je vais être un peu direct et grossier, mais c'est vrai que en 68, l'université de Lyon, comme les autres d'ailleurs, elle ne faisait pas exception, c'était le bordel. C'était le bordel. Je me souviens même que certains de mes profs que j'avais eus quand je préparais ma licence d'histoire, par souci professionnel, avaient choisi de dormir dans les locaux de la fac parce qu'ils avaient appris que des excités voulaient foutre le feu à la fac. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé peu de temps après. C'est une chose qui n'a jamais été éclaircie parce que, évidemment, pas de vague, hein, selon la bonne formule, mais la bibliothèque qui était à la fois celle de Lyon 2 et Lyon 3 d'ailleurs, a brûlé le jour où il y a des gens qui ont mis le feu. Et en 68, au moment des événements, quelques profs avaient choisi de défendre ce qu'ils considéraient comme leur université. Alors parmi eux, il y avait des gens de gauche qui ont été mes profs, qui étaient des gens d'ailleurs sur le plan intellectuel de qualité. Quelqu'un comme André Latreille, beaucoup de gens ont oublié son nom aujourd'hui, mais c'était un démocrate chrétien, mais c'était un homme honnête. Et lui, il ne voulait pas qu'on détruise son université. Il y en avait quelques autres comme ça. Entre autres celui avec qui j'avais fait mon mémoire de maîtrise. On n'appelait pas encore ça à l'époque le mémoire de maîtrise, mais c'était un prof d'histoire contemporaine qui s'appelait Léon, qui était juif. Mais c'était un homme intelligent et très ouvert, très soucieux de l'intérêt de ses étudiants. Donc, on n'avait jamais eu de problème, au contraire. Quand je lui avais demandé si je pouvais faire mon mémoire avec lui, il avait dit évidemment tout de suite d'accord. Et donc Jean a voulu, à partir de 70, c'est en 1970 que les choses ont pris forme, que quelques profs de Lyon ont dit nous on ne peut plus travailler comme ça, on va créer une nouvelle université. Et le contexte politique était possible, puisque c'est l'époque où de nouvelles universités se sont créées. Quand je suis arrivé, moi, le premier poste que j'ai eu dans l'enseignement supérieur, j'ai eu beaucoup de chance, puisque je suis resté finalement que 3 ans dans l'enseignement secondaire, ce qui est pas très fréquent. Mais grâce à la bienveillance de mon patron de thèse, qui s'appelait Marcel Paco, qui était un homme de gauche, mais lui aussi un homme de qualité, un homme intelligent. C'est lui qui un jour m'a dit écoutez, il y a un poste d'assistant, il y a une nouvelle université qui s'est créée, c'est l'université de Saint-Étienne, il y a un poste d'assistant en histoire du Moyen-Âge, vous devriez vous porter candidat. Mon petit doigt me dit que vous avez beaucoup de chances d'être pris. Alors moi je me suis dit je ne vais pas être tout seul sur Lyon, ce qui est évidemment toujours le cas. Et puis finalement ça a marché. En grande partie grâce à mon patron, grâce à Marcel Paco qui m'avait recommandé à celui qui à l'époque était le premier président de l'université de Saint-Étienne, Pierre-Roger Gaussin, qui était un médiéviste lui aussi, et à qui Paco avait dit tu devrais prendre comme assistant un de mes disciples, Pierre Vial, tu verras, c'est quelqu'un qui tient la route. Et c'était bien gentil de sa part. Et à l'époque, c'est vrai qu'il y avait des choses sympathiques qui se passaient. Il y avait les grands profs, et Marcel Paco en faisait partie, avaient leur écurie. On disait l'écurie, ils avaient leurs disciples, hommes ou femmes d'ailleurs, surtout, il faut bien reconnaître surtout des hommes, parce qu'à l'époque, il fallait que les filles aient le corps bien accroché pour faire carrière dans l'université. On était encore un peu falot. Mais il est certain que c'est grâce à lui que j'ai pu trouver ce poste d'assistant, me retrouver assistant à l'université de Saint-Étienne. Et puis ensuite, les choses se sont développées. J'ai rencontré pas mal de gens, dont Jean Audry.
Et Jean Audry, l'université de Lyon 3 a été créée en 1973. Il fallait du temps pour que les choses se mettent en place. Et en particulier avec un vieux complice de Jean Audry, dont je parle dans l'article que j'ai fait sur les batailles de Lyon 3, dans la revue Terre et Peuple, qui s'appelait Jacques Goudet. Et Jacques Goudet a été le premier président de Lyon 3. C'était quelqu'un, comme Jean Audry d'ailleurs, de tout à fait hors norme. Je vous fais une révélation avant la parution de l'article que j'ai consacré à tout ça. C'est Jean Audry qui un jour m'a fait rencontrer Jacques Goudet en me disant « Tiens, je vais te présenter quelqu'un d'intéressant ». Donc on est allé dans un local au bas des pentes de la Croix-Rousse, sur les quais du Rhône, un vieil immeuble de Canut. Et quand je suis arrivé, j'ai vu tout de suite que c'était quelque chose d'un peu particulier. Il y avait des gens là qui étaient là, qui rangeaient des piles de tracts, d'affiches, des seaux de colle, des manches de pioche, puis même d'autres choses un peu plus spéciales, bien rangées dans un coin. Et Jean Audry me dit « Viens, je vais te présenter au patron de la boutique ». Alors bon, on entre dans une pièce spartiate où une fille tapait un courrier pour le monsieur qui était là. Et ce monsieur, c'était Jacques Goudet. Et moi, Jacques Goudet, je le raconte dans mon article aussi dans Terre et Peuple, je l'avais connu quand j'étais étudiant, petit étudiant, et j'étais allé même le voir pour demander au nom de mes camarades de la FEN un local à la fac sur le thème « L'UNEF a un local, pourquoi nous on n'en a pas ?» Et Jean Goudet, je m'attendais évidemment à ce qu'il me dise « Vous êtes gentil monsieur, mais allez voir ailleurs ». Pas du tout, il a fait ce qu'il fallait, on a eu notre local. C'est là que je me suis dit, tiens, ce gars, il est un peu spécial. Puis, ce qui m'avait tout à fait mis à l'aise, c'est que quand j'étais allé le voir dans son bureau, j'arrivais dans mes petites godasses, un petit étudiant à l'époque, un étudiant par rapport à un professeur, on se faisait tout petit. Et donc, je me souviens que j'avais toqué discrètement à la porte de son bureau. J'avais pas de réponse, alors j'ai tapé plus fort. J'entends « Entrez !» Je dis « Oula !» Bonjour, monsieur le professeur. Oui, mon ami, c'était à quel sujet? Eh bien voilà, vous comprenez, monsieur le professeur, je fais partie de la FEN. La FEN, vous savez, c'est... Et puis, je connais, je sais ce que c'est. Je dis, ah bon. Et puis je lève le nez et je vois accroché au mur, punaisé au mur, derrière son bureau, un poster. C'était un certain Benito. Parce que Goudet était prof d'italien à la fac. Et là, je me suis dit, ah, il y a peut-être moyen de moyenner, il y a peut-être moyen de s'entendre. Et effectivement, bon. Et alors, mais je le retrouve, Goudet, quelques années plus tard, là, quand Audry vient me présenter. Alors, je ne lui ai pas dit que je le connaissais déjà, enfin, je le connaissais de loin, de très loin. Et Jean Audry me dit, ben voilà, je te présente le patron du SAC à Lyon. Ah, oui. Service d'action civique. Ah oui, le service d'action civique, c'était on va appeler ça le service d'ordre, c'était même plus qu'un service d'ordre, c'était les barbouzes gaullistes, dont le boulot, au moment de la guerre d'Algérie, était de combattre l'OAS, et nous, on était en face, on était des deux côtés de la barrière, hein, et on ne se faisait pas de cadeaux. Hein. Il y a même eu des épisodes un peu particulier. Mais là, je me suis retrouvé un peu ballot. Ah bon, le président de Lyon 3, c'est le patron du SAC. Bon, et puis très vite, on a découvert qu'on avait... Parce que Jean m'avait dit, tu verras, vous avez beaucoup de choses en commun. Alors bon, et effectivement, j'ai découvert qu'on avait beaucoup de choses en commun. Et Lyon 3 est né grâce à deux hommes, Jacques Goudet et Jean Audry, avec
d'autres qui ont formé une petite équipe de départ, mais eux, c'était ceux qui tenaient la boutique, hein, avec un petit peu de vigueur quand il le fallait. Quel était le projet de Lyon 3 par rapport à ce qui existait? Alors, Lyon 3, c'est tout simple, ça voulait être un asile pour les gens qui refusaient d'être dans une université de gauche. Parce que c'est vrai que... Alors donc, c'est là qu'est né par scission Lyon 3 et Lyon 2. Lyon 2 est toujours resté une université très à gauche. Au point que certains, dont Jean-Paul Allard, qui était prof d'allemand à l'époque à Lyon 2, au bout d'un certain temps, n'en pouvaient plus, parce que c'était insupportable. En plus, c'est partie de ces gens qui ne cachaient pas beaucoup leurs opinions et qui considéraient que l'université était devenue un dépotoir, quoi. Donc, Lyon 3 a attiré tous les peu nombreux au départ, mais ça s'est vite accru, les universitaires qui voulaient ne serait-ce que travailler tranquillement et librement, sans avoir le diktat des dogmes marxistes au-dessus de la tête. Si bien que se sont retrouvés à Lyon 3 des braves gens qui voulaient simplement travailler tranquillement, faire leur boulot de prof sans être embêtés en permanence, et puis d'autres qui étaient peut-être qui avaient un profil un peu plus marqué, dont je faisais partie. Et là, c'est nous qui donnions évidemment le ton, mais on a toujours fait en sorte de faire ça discrètement, pas étaler, d'arriver avec nos grands souliers, c'est nous les meilleurs. Non, on a toujours veillé à agir avec diplomatie et à ménager des susceptibilités, ce qui était indispensable, parce sinon on n'aurait pas obtenu les résultats qu'on a obtenus, qui ont été quand même assez spectaculaires, puisqu'en quelques années, on a recruté à Lyon 3 des gens comme Jean Varenne, professeur de sanskrit, Jean-Paul Allard, donc, qui est arrivé avec sa chaire de prof d'allemand, et d'autres de bonne qualité scientifique. Donc l'idée, c'était ça, c'est de faire de Lyon 3 un bastion de ce que la presse un jour a appelé la nouvelle droite, un bastion de la nouvelle droite. Mais c'est vrai que on était chez nous à Lyon 3. Et comme par hasard, beaucoup de profs de Lyon 3 ont eu ensuite un engagement au GRES, bien sûr, puisque Jean Varenne, à une époque, était président du GRES. Jacques Marlot aussi, d'ailleurs. Alors Marlot, c'est un cas intéressant, parce que Marlot fait partie de ces hommes qu'on a recrutés pour leur bon profil idéologique. Il n'avait aucun diplôme universitaire, Marlot. Ses références, c'est d'avoir été journaliste pendant une quinzaine d'années en Afrique du Sud. Mais déjà, Afrique du Sud, ça sentait le roussi, mais ça avait été un bon journaliste, et donc, comme on voulait le caser, il était revenu en France. On s'est dit, toi, Coco, viens avec nous. Mais ça, c'était une idée géniale de Goudet et d'Audry. On dit, on va créer un poste de sciences de l'information pour que des étudiants qui veulent savoir ce que c'est que les métiers de l'information, le journalisme, que ce soit écrit, radio-télé, puissent se former à ça. Et ça a été un bon succès, puisque ça tirait... C'était quelque chose qu'on avait mis au point dès le départ. On s'était dit avec Jean et Goudet, il faut que Lyon 3 propose des choses que ne proposent pas d'autres universités. C'est comme ça qu'on pourra à la fois marquer notre différence et attirer des gens qui viendront non pas pour nos beaux yeux, mais parce qu'ils trouveront un enseignement qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour les études indo-européennes, puisque c'est Jean Audry, Jean Varenne aussi d'ailleurs, en ce qui concerne le sanskrit et les études sur l'Inde, ont permis à Lyon 3 d'être la seule université. Alors ça n'a pas duré très longtemps, puisque les autres en face se sont mobilisés immédiatement, et pour eux c'est le scandale des scandales
qu'il y ait un enseignement sur l'indo-européen dans une université française, puisque l'indo-européen, c'était les années les plus sombres de notre histoire, blablabla, blablabla, on connaît la chanson. Alors que l'indo-européen, partout sauf en France, c'est pour ça que Jean Audry avait une réputation internationale, il était reconnu pour ce qu'il était, c'est-à-dire un grand spécialiste des études indo-européennes, en Italie, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, en Espagne. En Iran. En Iran, bien entendu. Mais en France, non, c'était tabou. Les Indo-Européens, puisqu'il y a même eu des oiseaux qui ont entrepris d'expliquer que les Indo-Européens n'avaient jamais existé. Alors bon, il fallait le faire, ils l'ont fait, parce que ça me rappelle une grande formule de Michel Audiard que j'aime bien. Il dit: les cons, on les reconnaît à ce qu'ils osent tout. Les cons, ça ose tout. Ben là, on en a eu un bel exemple avec des gens qui ont fait des articles, voire même des livres, pour expliquer que les Indo-Européens n'avaient jamais existé. Manque de chance. On ne peut pas expliquer l'existence des langues européennes, y compris les langues actuelles, et puis la civilisation européenne elle-même, sans dire qu'au départ, il y a des gens qui étaient les Indo-Européens. Sinon, on ne peut rien comprendre. Avant de poursuivre un peu plus dans le détail sur l'Institut des études indo-européennes, Pierre, j'aimerais juste te poser une question. Est-ce qu'on sait si Jean Audry a des engagements politiques avant de vous rejoindre au Grèce ou ailleurs? Oui, alors, il était très discret sur le terrain politique avant de nous rencontrer. Et c'est moi un petit peu qu'il est persuadé que si on voulait suivre à la lettre l'enseignement de Gramsci, il fallait que la révolution culturelle que nous voulions faire avec le Grèce débouche sur une révolution politique. Parce que c'est ce que dit Gramsci. Pour Gramsci, la révolution culturelle, c'est pas gratuit, c'est pas pour le plaisir, c'est pour prendre le pouvoir politique. Et par conséquent, il ne fallait pas avoir peur d'un engagement politique quand ça devenait utile. C'est ce qui explique d'ailleurs que je me suis un jour éloigné du Grèce parce que j'étais en désaccord avec mes vieux amis avec qui j'avais créé le Grèce, qui ne comprenaient pas quand je leur disais: mais regardez autour de vous, aujourd'hui le problème c'est quoi? C'est l'immigration. Il y a d'autres problèmes, mais le problème numéro un qui conditionne tous les autres, c'est l'immigration. Donc il faut se battre sur ce terrain-là. Et aujourd'hui, qui est-ce qui se bat contre l'immigration? C'est Le Pen et le Front National. Donc j'avais dit à Jean, la formule lui avait bien plu. Je lui avais dit un jour: tu sais, moi, j'ai un principe dans la vie qui est tout simple. J'écoute le son du canon et je vais où tonne le canon, parce que je me dis que c'est là que les choses se passent et qu'il ne faut pas rester dans son bureau et ses paperasses quand le canon tonne. Et c'est ce qui fait que en 1987, j'ai adhéré au Front National. Ça a été une raison, on va dire, de divorce avec la plupart des membres du Grèce. Pas tous. Certains ont bien compris pourquoi je faisais ça et m'ont approuvé et m'ont suivi. Ce qui a permis de créer au sein du Front National un pôle d'influence qui était la Nouvelle Droite, tout simplement. On ne l'appelait pas comme ça pour pas heurter certaines susceptibilités, mais c'est bien de ça qu'il s'agissait. D'ailleurs, j'avais été très clair avec Le Pen. Quand j'ai voulu créer Terre et Peuple, en 1995, je suis allé le voir, je lui ai dit: écoute, voilà, c'est tout simple. Je pense que c'est pas à toi que je vais expliquer qu'il y a au sein du Front National un certain nombre de sensibilités très diverses, voire même qui s'opposent sur certains sujets. Je dis: bon, je te ferai pas l'injure de rappeler que quelqu'un comme Bernard Anthony anime un courant qui est celui de Chrétienté Solidarité, Catho Tradi. Bon, je dis: moi, je suis désolé, mais c'est pas ma tasse de thé. Moi, je suis païen. Et sur le plan politique, je suis
au-delà même de ce que certains membres du Front National peuvent être, mais je veux que les gens qui ont la même sensibilité que moi puissent se reconnaître et dire qu'ils sont là et qu'ils pèsent, qu'ils ont un certain poids. Avant de dire ça à Le Pen, j'avais quand même bien réfléchi à mon truc. Je savais que je tapais pas trop au hasard, puisque Le Pen a toujours été soucieux, mais toi tu le sais, tu as été dans le circuit, était soucieux de jouer les équilibres entre différentes forces. Et il était ravi que face à quelqu'un comme Bernard Anthony, il y ait un certain Vial qui vienne un peu brouiller les cartes. Donc ça s'est très bien passé et Jean s'est retrouvé complètement impliqué dans ça, puisque c'est à ce moment-là que j'ai dit à Jean Audry, à Jean Varenne, à d'autres, de venir au conseil scientifique du Front National, qui voulait être le pôle intellectuel du Front, qui en avait bien besoin, parce que souvent ça ne volait pas très haut. Et je vais dire à Le Pen, tu sais, si on veut être crédible, tenir la route, en particulier vis-à-vis des médias, les médias, on sait ce qu'on peut en penser, mais il faut faire avec. Et si on apparaît comme des gens, des primaires, des gens qui n'ont pas beaucoup d'idées ou des idées un peu courtes, on pèsera pas bien lourd. Donc il faut qu'on montre qu'on n'est pas plus stupide que les gens d'en face, et peut-être même plutôt moins. Et donc c'est comme ça que le conseil scientifique du Front National est devenu pour nous un peu un vivier. Et c'est pas un hasard si beaucoup de membres de Lyon 3 s'y sont retrouvés. D'ailleurs, dans la presse, quand il y a eu une campagne contre Lyon 3, c'est ce qui a été soulevé par certains journalistes qui ont mis ça en relief pour dire, vous voyez à quel point ces gens-là sont dangereux et affreux, puisque le Front National est en train d'être pris en main par des abominables. Donc Jean Audry était complètement partie prenante dans tout ça dès le départ. On n'avait pas besoin de lui expliquer longtemps les choses à Jean. Il comprenait immédiatement et même à demi-mot. Donc et il s'est embarqué dans cette aventure à fond. Et on est tombé d'accord sur le fait, ça aussi je le raconte, et c'est peu connu. Là je vais... Un scoop. Je vais faire quelques scoops. C'est là qu'avec Jean on s'est dit, bon c'est pas tout ça, il faut qu'on pénètre certains milieux qui a priori ne nous sont pas spécialement favorables, mais il faut qu'on les pénètre d'abord pour avoir une influence, et puis pour avoir des moyens. On était à l'époque sous Giscard d'Estaing. Et sous Giscard d'Estaing, il y a des gens qui avaient pris des postes politiques importants, et comme Madelin, comme Longuet, qui étaient quand même des anciens dans un nouveau. Et bon, ce qui montrait qu'on pouvait faire des choses dans ce cadre-là, à condition de jouer un certain jeu, évidemment, de ne pas arriver avec comme je le disais tout à l'heure, avec nos gros sabots, et en oubliant de prendre avec nous nos barres de fer. Et donc, avec Jean, on est tombé d'accord sur le fait qu'il fallait jouer un rôle d'infiltration, il faut appeler les choses par leur nom, des milieux giscardiens, et plus spécialement des milieux autour de Raymond Barre, qui était Premier ministre. Donc, d'abord, Jean n'avait aucun souci de ce côté-là, il n'avait pas d'état d'âme. Quand je lui ai dit, tu comprends, Jean, on va leur piquer un maximum de fric à ces gens. Ils en ont, nous on n'en a pas. Ben voilà, on va faire en sorte d'en avoir. Alors, tout ça, je passe sur les détails, mais ça s'est négocié. Le fait
d'être devenu très lié à Jacques Goudet, donc forcément au SAC a eu son importance, parce que le SAC c'était aussi l'UNI. Et dans les milieux universitaires, l'UNI c'était un secret de polichinelle, c'était la courroie de transmission du SAC. Mais ils avaient des moyens. Donc j'ai dit à Jean, ben voilà, on va... Toi, tu es à fond. Il avait compris tout de suite la manip, Jean. Donc, il s'était lancé à fond dans le cadre de l'UNI. Il avait pris des responsabilités. Et là-dessus se créent les cercles universitaires de France. Alors ça, c'est Jean qui avait soufflé l'idée à un type qui s'appelait Michel Prigent, qui est mort aujourd'hui, qui à l'époque était quand même le patron des PUF, des presses universitaires de France. C'est-à-dire un monsieur qui avait du poids, qui avait de l'influence. C'est lui qui a demandé à Jean Audry de faire le que sais-je sur les Indo-Européens. Bon. Quand on connaît un peu le dessous des cartes, il y a beaucoup de choses qui s'éclairent. Et donc, avec Jean, j'ai dit, écoute, les cercles universitaires de France, il faut qu'on y soit. Donc Jean est devenu le responsable des cercles universitaires de France à Lyon, moi à Saint-Étienne, et on a magouillé un max. Pour donner une petite idée, les élections législatives approchaient de 1986, et donc tout ça c'était avant même mon arrivée au front. Déjà là on avait pigé plein de choses, et pour les élections législatives il y avait un enjeu qui était le mandat de député de la Loire. Et il y avait deux bons hommes qui s'étaient bouffés le foie depuis toujours dans la Loire pour avoir ce poste de député. C'était Durafour, le fameux Durafour crématoire de Le Pen, et puis Neuwirth, qui a été l'homme du contrôle des naissances, un juif sympathique. Et ces deux-là étaient à couteau tiré, c'est bien qu'ils se neutralisaient. Donc je suis allé voir les gens qu'il fallait voir à ce sujet-là. Je leur ai dit, écoutez, c'est très simple. Si vous voulez avoir le siège de député de la Loire, il faut réconcilier Neuwirth et Durafour. Je vais m'en occuper, si vous êtes d'accord. Alors, moi, j'étais le petit jeune inconnu, heureusement d'ailleurs. Il ne savait pas ce que j'étais. Comme m'a dit un jour mon patron de thèse, Paco, dont je parlais tout à l'heure, j'ai réchauffé dans mon sein une vipère lubrique. Il disait ça en rigolant, parce que, bon, ça l'amusait plutôt. Mais enfin, il a bien compris que j'avais magouillé pas mal de choses. Et donc, j'ai organisé une grande réunion publique de réconciliation entre Neuwirth et Durafour. Résultat des courses, Durafour a eu le siège de député de la Loire, avec comme suppléant un certain Gaussin, le président de l'université de Saint-Étienne, celui qui m'avait installé comme assistant. Donc tout ça se tenait assez bien, parce qu'au passage, j'avais expliqué, Michel Prigent était un homme avec qui on pouvait s'entendre, parce que lui, il n'y a qu'une chose qui l'intéressait, c'était le fric. Donc, quand on est sur ce terrain-là, on ne s'embarrasse pas de discussions philosophiques. Alors, j'étais arrivé avec mon petit dossier en disant, voilà, pour qu'on fasse des choses intéressantes, il faut telle somme, telle somme, telle somme. La location d'une grande salle de réunion, ça coûte tant. La grande bouffe, parce qu'il faut faire bouffer et boire les gens, si vous voulez qu'ils soient contents. Alors, il y avait eu un buffet somptueux, mais tout ça, c'était plein de sous. Et mon ami Prigent était arrivé à Saint-Étienne en débarquant avec une petite valise, une petite mallette, qui était pleine de beaux billets et que j'avais récupéré. Tout ça pour financer le Grèce, parce que c'était en fait pour le Grèce. Si un certain nombre de braves gens avaient su ça, ils auraient pris une crise cardiaque. Mais qui veut la fin veut les moyens. Et les moyens, on les avait.
Donc, et c'est ce virage, je ne veux pas dire de réel politique, qui finalement ne plaisait pas à une bonne partie des gens du Grèce, enfin, ou qui n'a pas plu. Parce que je vais être un peu méchant avec certains, mais les gens intelligents, même s'ils ne pouvaient pas, compte tenu de la ligne du Grèce qui était on ne se mêle pas de politique, ils ne pouvaient pas dire qu'ils approuvaient, mais en fait ils approuvaient. Les couillons n'approuvaient pas, les couillons il y en avait. Le brave Jacques Marlot, il n'a jamais compris l'intérêt de tout ça. Alors lui, pur et dur, non, il ne faut pas se salir les mains en politique. Je lui ai dit, mon vieux, tu as tout faux, parce que si tu ne veux pas te salir les mains, ben, il ne faut rien faire et n'avoir aucun poids, aucune influence. C'est un choix à faire. Tu veux être sur ta montagne, très bien, va sur ta montagne. Moi, je vais dans la plaine parce que c'est là que ça se passe, que les batailles ont lieu, et moi, je vais être dans la bataille. Bref, c'est vrai qu'on ne pouvait pas se comprendre complètement. Mais je n'ai pas attaché énormément d'importance parce que, bon, moi, je suivais le chemin que j'avais choisi, que je pensais être le bon. J'ai peut-être pas eu complètement tort, d'ailleurs, mais ça m'empêchait pas, par ailleurs, à partir de 95, de développer Terre et Peuple, donc toujours avoir plusieurs fers au feu. Ça a été mon grand principe. Yes. On reviendra à Terre et Peuple après, parce que ça a son importance, notamment au regard de Jean Oudry. Je voudrais revenir à la fondation des études indo-européennes, Pierre. Oui, très important. L'Institut des études indo-européennes, on est sur une base de linguistes au départ. Oui, bien sûr, puisque incontestablement, et Jean Audry n'a jamais dit le contraire, la base du phénomène indo-européen relève de la linguistique, puisque, j'y faisais vaguement allusion tout à l'heure, toutes les langues européennes, sauf le hongrois et le basque, sont d'origine indo-européenne, toutes. Alors ensuite, avec une diversification en différentes branches, la branche romane avec l'italien, l'espagnol, le portugais, les branches germaniques avec l'allemand mais aussi l'anglais. Il ne faut pas oublier que l'anglais c'est une langue anglo-saxonne, comme ça dit bien ce que ça veut dire. Et puis les langues slaves, etc., etc. Et même si on déborde du cadre de l'Europe, ça concerne aussi bien des peuples. Tu faisais allusion tout à l'heure à l'Iran. L'Iran est dans ce cas-là, évidemment, et d'autres. Ouais. Et donc, l'Institut d'études indo-européennes, c'est vrai, a joué à fond la carte de la linguistique dès le départ, ne serait-ce que parce que Jean était d'abord et avant tout un linguiste. Donc, il avait pour principe, et il avait complètement raison, qu'il faut agir, travailler quand on est sur le terrain universitaire dans son domaine de compétences. Il ne faut pas aller s'embarquer dans un domaine qui n'est pas le vôtre, où vous pouvez éventuellement connaître un certain nombre de choses parce que, bon, vous n'êtes pas complètement idiot, vous avez lu, etc. Mais ce n'est pas votre domaine de spécialité. Et moi, ce que j'ai pu apporter dans le cadre de l'Institut indo-européen, c'est tout ce qui concernait le Moyen-Âge, parce que le Moyen-Âge, je connais un petit peu. Je regrette d'ailleurs de ne pas avoir pris le temps, parce que il fallait faire des choix, et on ne pouvait pas être au four et au moulin, mais je regrette de ne pas avoir pris le temps d'expliquer un certain nombre de choses. Par exemple, j'ai fait ma thèse sur l'ordre du Temple. J'ai essayé de montrer que les Templiers, c'était une illustration extraordinaire, en plein Moyen-Âge, 12e, 13e siècle, de la tripartition fonctionnelle indo-européenne, puisque les Templiers, à la fois, unissaient la troisième fonction, ça c'était ceux qu'on appelait les frères de l'abord, c'est-à-dire des frères qui se consacraient aux travaux manuels, etc.,
se consacraient en priorité, bien entendu, à l'action armée, ça c'est la deuxième fonction, et puis aussi avaient en leur sein des prêtres, des gens ordonnés, qui étaient leurs chapelains, et c'était la première fonction, la fonction souveraine. Et le Templier, l'ordre du Temple incarnait cette union des trois fonctions qui devaient marcher ensemble. Et je donnais comme exemple, parce que c'est assez parlant, la symbolique des couleurs. Quand vous regardez l'étendard de l'ordre du Temple, vous voyez que c'est une croix rouge qui s'inscrit sur un fond noir et blanc. Or, dans la tradition indo-européenne, le noir, c'est la couleur de la troisième fonction, le rouge, c'est la couleur de la deuxième fonction, le blanc, c'est la couleur de la première fonction. Pas pour rien si les druides étaient habillés en blanc. Et si ensuite l'Église, sans le dire, parce qu'elle a, comme souvent, elle a fait les choses sans le dire, mais elle a repris à son compte tout ça. C'est pas pour rien si le curé, c'est-à-dire le gars qui est à la base, qui fait le travail de troisième fonction, est habillé en noir. Et puis si les cardinaux sont habillés en rouge, etc. Et le pape en blanc, bien entendu. Bien entendu. Alors Pierre, je prends un témoin, mon camarade qui est là et tous les auditeurs. Je te propose, quand tu veux, de faire une ou plusieurs émissions sur le temple et les Templiers. Alors, tu flattes ce qui m'est cher plus que beaucoup d'autres choses, parce que c'est vrai que j'ai quand même consacré pas mal de temps au temple, et c'est un sujet qui m'est cher, parce que je pense qu'on a écrit beaucoup de choses sur les Templiers, mais pas forcément toujours ce qu'il y avait de plus important à dire. Donc si tu veux, on prend rendez-vous et on prépare. Enfin, tu nous diras comment tu veux conduire l'émission, mais je sais que ça te tient à cœur et je sais que je ne veux pas laisser passer l'opportunité de tendre le micro pour parler de ça. C'est gentil et je t'en remercie. Et d'ailleurs, parmi les projets que j'ai, parce que vu les années qui passent et les échéances qui s'approchent, parce qu'il ne faut pas rêver, on ne va pas vivre encore très longtemps. Je me mets par écrit ce que j'ai jamais fait, jamais pris le temps de faire. J'ai des montagnes de notes manuscrites. Il faut que je mette ça au propre et que je sorte le livre que je voulais faire depuis 40 ans, 50 ans sur les Templiers. Mais je le ferai. Enfin, si le destin me l'accorde. Bah écoute, on touche du bois et que les dieux t'accordent encore l'énergie qui est suffisante. Les études indo-européennes, c'est aussi des publications ? Oui. Alors, ce sont des publications, bien sûr, d'abord en premier lieu la revue Études indo-européennes, qui avait... Je disais tout à l'heure que Jean Audry avait une réputation internationale. La revue Études indo-européennes avait attiré l'attention d'un certain nombre de chercheurs à travers le monde, à travers les différentes universités, qui s'intéressaient eux aussi aux Indo-Européens, parce que la France est sans doute le seul pays où les Indo-Européens, c'est un peu un domaine tabou, comme je le disais tout à l'heure. Mais aux États-Unis, il y a une revue qui s'appelle Indo-European Studies. Bon, ça dit bien ce que ça veut dire, hein, les études indo-européennes, et il n'y a pas que les États-Unis. Donc, c'est vrai que il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Alors, il y a les livres de Jean Audry en priorité, bien entendu, parce que je pense que beaucoup de nos auditeurs, même ceux qui auraient entendu parler de Jean Audry, même ceux qui éventuellement auraient lu un texte de lui, n'imaginent pas la richesse de la production, donc de la bibliographie de Jean Audry. Alors évidemment, ça peut concerner des ouvrages très spécialisés, devant lesquels le lecteur moyen part en courant. Parce que, évidemment, il faut s'accrocher un peu parfois. Si tu me permets, à ce moment-là de l'histoire, il faut que je raconte une anecdote, parce que c'est vraiment exactement ce que tu dis. Je rencontre Jean Audry, je crois, à un solstice, et je lui dis, Jean, j'ai acheté ce bouquin-là, c'est l'Indo-Européen. Réponse de Jean,
texto, je vous la livre. Oh mon pauvre, mais ça c'est imbitable, faut pas lire ça. Oui. Mais oui, parce que il disait peut-être ça au sujet de l'autre que-sais-je qu'il a fait, qui s'appelle l'Indo-européen. C'est celui-là que j'évoque. C'est celui-là. C'est celui-là. Parce que ça, c'est consacré uniquement à la linguistique, aux langues indo-européennes. Et là, c'est vrai que si on n'est pas linguiste, faut s'accrocher un peu. Et même si on s'intéresse, comme ça a été mon cas, à ce domaine, alors que ce n'est pas mon domaine de spécialité, mais enfin, je me suis dit quand même que ça méritait le détour, et j'ai essayé de ne pas être totalement idiot sur le sujet. C'est particulier, quoi. Mais ça dépend. Une des grandes qualités de Jean, et ça je tiens à le dire, c'est aussi sa capacité à rendre accessibles des sujets qui peuvent paraître très complexes. Parce que l'exemple en est donné par son que sais-je sur les Indo-Européens, n'importe qui peut le lire, oui, qui est sorti d'abord dans la collection que sais-je au PUF, et puis que nous avons réédité. Tu veux le montrer à la caméra du coup. Ah oui. Que nous avons réédité parce que c'est un livre fondamental et surtout, c'est ce que je disais à l'instant, qui est accessible. Il ne faut pas exagérer, c'est pas du San Antonio, mais n'importe quelle personne, j'allais dire un peu intelligente, c'est pas gentil de dire ça, et ayant un peu de culture et ayant la volonté aussi de découvrir quand même des choses qu'il ne connaît pas, ne seront pas déçus par ce livre. Et ils s'y retrouveront très, très bien. Et ça fait simplement partie des livres qu'il faut avoir comme référence, c'est-à-dire qu'on a dans un coin de sa bibliothèque et qu'on va retrouver de temps en temps pour vérifier telle ou telle chose, relire tel ou tel chapitre. Mais c'est absolument fondamental. Mais à côté de ça, Jean a fait des ouvrages beaucoup, beaucoup plus spécialisés, et en particulier, il tenait beaucoup, qui s'appelle Lexique de la tradition indo-européenne. Si on a besoin, je l'ai dans ma chambre parce que c'est un livre de chevet. Et si vous le souhaitez, j'irai le chercher tout à l'heure. Mais c'est vrai que Jean, puisqu'on parle de son œuvre, parce que en l'occurrence c'est une œuvre monumentale, Jean n'a jamais cessé de travailler justement à produire, à éditer, à rédiger, à publier, et jusqu'à la fin de sa vie, finalement, au fil du temps, on avait appris à bien se connaître, et je savais qu'une des raisons que Jean avait de s'accrocher à la vie, c'était ses livres. Il y a deux choses qui l'aidaient à vivre, Jean, surtout les dernières années. Ses livres et son jardin. Parce que mais c'est tout lui, ça. C'est ça, le côté enraciné qu'il avait, et puis le fait qu'il se disait, mais hélas il avait raison, qu'il fallait se dépêcher de mettre par écrit un certain nombre de choses. Et là, en l'occurrence, c'est le cas parce que son livre « Lexique de la tradition indo-européenne » fait 472 pages. C'est pas un que sais-je. Mais c'est passionnant. Enfin, je veux dire, je suis peut-être pas complètement objectif en disant ça, mais quand on ouvre un livre comme ça, qu'on se lance dedans, on ne le referme pas, le livre. Enfin, on est pris par le sujet. Et ça, il y a peu de gens, peu de spécialistes, peu de savants, parce que Jean, on peut dire que c'était un savant. Lui, il n'aimait pas qu'on dise ça. Mais moi, je le disais parce que c'était la vérité. Et non, pas savant, non. Si, Jean, tu es un savant. Parce que il maîtrisait d'abord un nombre spectaculaire de langues, outre les langues, j'allais dire, ça va de soi, il lisait l'anglais, l'allemand, l'italien, l'espagnol, bref,
au point, son plaisir, c'était de traduire certains textes allemands un peu marqués. Et là, il me disait, je me régale. Tiens, est-ce que tu as lu ça? Je dis, oui, Jean, je connais. Ah, tu connais. Écoute, hein, ça vaut la peine. Hein. Bon, d'accord. Je ne donnerai pas de titre parce que il ne faut pas heurter les âmes sensibles. Mais il était soucieux de se tenir au courant aussi de tout ce qui pouvait sortir, alors dans son domaine de spécialité, ça va de soi, mais plus largement. Jean s'intéressait à beaucoup de choses. C'est le fait des hommes de qualité, c'est de ne pas s'enfermer dans une spécialité. J'en ai beaucoup connu, beaucoup croisé de ces universitaires qui, en dehors de leur petit créneau, de leur petite spécialité, ne connaissent rien et ne veulent rien connaître. Ils sont tout affolés si on leur dit mais il faut s'intéresser à ci, à ça. Non, c'est pas mon domaine, c'est pas mon domaine. Pauvre type. Mais bon, Jean, c'était l'inverse de ça. Il était toujours à l'affût de découvrir de nouvelles choses. Il avait ce qui est le vrai talent des vrais chercheurs, des vrais savants, c'est-à-dire découvrir sans cesse des choses qu'il ne connaissait pas. Il était heureux comme un gamin quand je lui apportais parfois tel ou tel texte devenu rarissime, très difficile à trouver. Tiens, Jean, regarde ce que je viens de trouver. Ah, c'est formidable, je le cherchais depuis 20 ans, 30 ans. Attends, tu as un instant? Je regarde juste. Alors, il commençait. Alors, je savais ce que ça voulait dire. Je disais, écoute, Jean, j'ai affaire, je te laisse, et puis on en parle demain ou après-demain. Il était déjà dans sa lecture. Oui, c'est ça. Genre, laisse-moi lire, fous-moi la paix. Bon. Et il se mettait à lire tout de suite ce qu'on lui avait apporté, sans perdre de temps, parce qu'il n'y avait rien de plus urgent, quoi, que de s'informer, d'apprendre des choses, d'apprendre. Ça m'est resté... C'est lui qui, de ce point de vue-là, a eu une grosse influence sur moi. Je me souviens du jour où une étudiante me disant « Mais monsieur, qu'est-ce que c'est un bon professeur ?» Ah, je lui ai dit « Écoutez, mademoiselle, un bon professeur, c'est quelqu'un qui essaye d'apprendre quelque chose de nouveau tous les jours. » Oh, ah bon? Oh, mais c'est fatigant, me dit-elle. Ah, je dis oui, c'est fatigant, mademoiselle. Mais il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Ah bon, ben, je vais réfléchir alors, parce qu'elle voulait faire un mémoire sous ma direction. Mais elle s'était dit, oh là là, avec lui, ça va être la galère. Alors, elle est allée voir quelqu'un de plus facile à manœuvrer. Je te rejoins sur le livre, le dernier de Jean, enfin le dernier sorti à aujourd'hui, parce que oui. Je pense qu'il y en avait peut-être d'autres, s'il y en a encore sous presse. Oui. Ce lexique de la tradition indo-européenne, c'est vrai qu'il est passionnant, parce qu'il amène à partir de mots-clés 4 étapes différentes, et Jean a fait un travail monumental. Monumental, vraiment. Et novateur, c'est ça aussi que... il était, je le disais tout à l'heure, il était modeste, il était trop modeste pour le dire, lui, mais il fallait qu'on le dise à sa place. Il était novateur, il apportait... Alors, par exemple, par rapport à quelqu'un comme Dumézil qui est considéré, à juste titre d'ailleurs, comme un grand maître des études indo-européennes, mais Dumézil avait laissé de côté, alors peut-être parce que ça l'intéressait pas forcément, mais certains aspects du monde indo-européen, par exemple tout ce qui avait été lié à certaines traditions religieuses. Et un jour j'en avais parlé avec Jean, je lui avais dit tiens c'est curieux, Dumézil semble peu s'intéresser à un symbole comme le feu, qui pourtant dans le monde indo-européen est central, puisque même il y a des religions issues du monde indo-européen qui sont axées sur le culte du feu. Et j'en ai dit, bah oui, c'est curieux, je ne comprends pas bien, mais Dumézil n'aime pas se lancer
dans un domaine nouveau. Et il m'a dit, c'était peut-être pas très gentil à l'égard du Mésil. Dumézil aime son confort. Donc, c'est vrai que se lancer dans quelque chose qu'on ne connaît pas encore du tout, ce n'est pas forcément très confortable. Mais il faut le faire. Et par rapport aux analyses de Dumézil sur le monde indo-européen, Audry a apporté du neuf. Et c'est ce que d'ailleurs certains disciples de Dumézil ne lui ont pas vraiment pardonné, parce qu'il a osé dire que le maître était peut-être resté un petit peu en retard sur certains sujets, et que c'était dommage. Il ne le disait jamais plus haut que ça, parce que Jean était un homme gentil. Il ne voulait jamais dire du mal des gens, même ceux qui n'ont pas été sympas avec lui, il hésitait toujours à leur river leur clou. Et alors Dumézil, bon, il ne voulait pas attaquer Dumézil, mais un jour, quand même, je l'ai poussé dans ses retranchements. Je lui ai dit, Jean, quelqu'un comme Mircea Eliade, par exemple, a apporté des choses que n'a pas apporté Dumézil. Il m'a dit, oui, tu as raison. Et il faut le dire et éventuellement l'écrire, parce que... Ou Benveniste, un juif, mais un très bon spécialiste des études indo-européennes, Benveniste a mis en évidence certaines choses qu'avait délaissées Dumézil. Alors, Jean Audry est arrivé par là-dessus et a, j'allais dire, coiffé ces gens qui avaient apporté pas mal de choses, mais qui n'avaient pas voulu, peut-être parce que c'était un travail trop énorme, n'avaient pas voulu mettre tout ça dans une analyse globale, une analyse d'ensemble. Parce que c'est vrai que c'était un truc de fou, un travail de fou, quoi. Mais Jean voulait au moins avancer dans cette direction et remettre à l'honneur certains travaux qui avaient été négligés, parce que Jean avait cette qualité aussi, que n'ont pas beaucoup d'universitaires actuels, c'est qu'il n'avait aucune hésitation, aucun complexe à aller chercher des auteurs déjà anciens, des auteurs du 19e siècle. Alors quand vous dites ça devant certains universitaires, ils lèvent les bras. « Oh mais mon pauvre monsieur, 19e siècle, mais c'est vieux tout ça, c'est poussiéreux, c'est dépassé. » Non, pas toujours. Souvent oui, mais pas toujours. Et ça vaut la peine de vérifier, d'aller voir. Et Jean avait eu ce souci d'aller voir, et il avait sorti de l'oubli certains textes qui méritaient de l'être. Ça aussi, c'était une de ses grandes qualités. Ses principaux apports, justement, sur cette thématique des Indo-Européens, qu'est-ce qu'il dit que les autres ne disaient pas par pudeur ou par manque de courage ? D'abord, il montre très bien qu'il faut distinguer plusieurs phases chronologiques, sur le long terme, bien entendu, mais que le monde indo-européen n'a pas été uniforme au fil du temps. Et ça, normalement, tous les historiens devraient en convenir, parce que leur métier consiste justement à rendre compte du fait qu'avec le temps, les choses évoluent. Ce qui est vrai à une certaine époque ne l'est plus forcément à une autre époque. Et Jean a mis ça en évidence d'une façon extrêmement claire, extrêmement nette. Il a aussi bien mis en évidence le fait que derrière certains thèmes mythologiques, il y a toute une conception du monde qui se dessine, et que c'est pas simplement du folklore. Par exemple, tout ce qui est lié au thème de la nuit, la succession du jour et de la nuit et de l'aube, ça correspond à un cycle qui met en question toute une vision globale, toute une cosmogonie, toute une vision globale de l'univers. Alors ça, ce sont des choses qui resteront, je pense, durablement, et qui sont l'héritage spécifique de Jean Audry.
Est-ce qu'un jour, tu as posé la question, ou il s'en est ouvert à toi, de savoir comment il en était venu à travailler sur les Indo-Européens, en fait, parce que c'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Enfin, je pense qu'il y a un cheminement pour en arriver là. Oui, comme on en a souvent parlé, tous les deux, dans la vie, il y a le hasard et la nécessité. Et le hasard, quelquefois, fait bien les choses. Il est tombé alors qu'il était encore jeune normalien, c'est-à-dire vraiment au tout début de sa carrière, sur un travail, un article, un des premiers articles de Dumézil. Et c'est ce ça a fait tilt. Il s'est dit, tiens, là, il y a quelque chose déterminant. Tu as coupé? Vous me pardonnerez, je suis obligé de regarder ma main. Donc des petites interruptions, le hasard et les nécessités, me disais-tu au sujet de ça? Oui, la nécessité, c'était pour Jean le fait que, étant agrégé de lettres classiques, il s'intéressait à toute la littérature de l'Antiquité. Et bon, ça c'était, je dirais, normal. Et puis le hasard, c'est qu'il tombe sur un texte de Dumézil qui l'amène à se dire, tiens, là, il y a quelque chose de nouveau. Parce qu'à l'époque, personne n'en parlait. Dumézil était complètement inconnu. Bon. Je dois dire d'ailleurs, ça c'est c'est quand même une certaine fierté, c'est que Nouvelle École, la revue Nouvelle École, a été la première revue en France à consacrer une grosse étude sur Dumézil. Parce que Dumézil, quand on en parlait, je me souviens très bien, à l'époque, quand j'étais encore étudiant, et même au début où j'étais prof, Dumézil, qui sait, qu'est-ce qu'il a fait, il passe pas apostrophe, donc il n'est pas important, quoi. C'est vrai que Jean a tout de suite compris qu'il y avait là un domaine à explorer et à mettre en valeur, parce que c'était absolument fondamental. Et il avait raison, évidemment. On ne pouvait pas laisser ça en friche. Donc il s'est dit, eh bien, je vais suivre l'exemple de Dumézil, je vais m'intéresser aux Indo-Européens, mais comme je disais tout à l'heure, au fur et à mesure de l'avancée de ses travaux, il s'est mis à dépasser Dumézil d'une certaine façon, ou en tout cas à s'intéresser à des aspects du monde indo-européen que Dumézil n'avait pas traités. Est-ce qu'il n'a pas eu le temps? Parce qu'il y a aussi le problème du temps. Quand on est un chercheur, il y a des choix à faire. On ne peut pas tout faire. On est tenaillé par l'impératif du temps qui passe. On se dit, bon, je ne vais pas avoir le temps de faire tout ce que je voudrais faire, donc il faut que je fasse des choix. Qu'est-ce que je choisis? Plutôt ça, plutôt ça. Bon, c'est toujours un peu subjectif, un peu arbitraire, mais ça correspond aussi à des tendances personnelles. Jean a toujours été passionné par les mentalités guerrières. Et c'est vrai que le monde indo-européen offre l'image d'un monde où la guerre, les guerriers sont au cœur de beaucoup de choses. Pas de tout, contrairement à ce que certains abrutis ont pu croire ou dire, en se disant, ça y est, j'ai tout compris. Ben non, mon gars, t'as pas tout compris, c'est plus complexe que ça. Mais c'est vrai que c'est important. Et le fait de mettre ça en évidence, c'est pour ça aussi que Jean s'intéressait beaucoup en matière d'histoire grecque à Sparte, parce qu'évidemment, Sparte est un cas très particulier. Ce qui est drôle d'ailleurs, parce que ça aussi c'est peut-être le hasard et la nécessité, alors qu'on se connaissait encore très peu, on avait peut-être dû se voir 2 ou 3 fois, on en est venu à parler de Sparte. Et j'ai vu dans l'œil de Jean briller une lueur d'intérêt. Je me suis dit, tiens, toi, c'est un sujet qui te plaît bien.
Et alors on est parti là-dessus, et de fil en aiguille, d'ailleurs, c'était peut-être aussi le fil conducteur pour beaucoup d'autres choses ensuite. Jean avait beaucoup d'admiration pour les sociétés guerrières. Et, de l'Antiquité jusqu'à l'époque contemporaine. Je n'en dirai pas plus. Je vois que tu veux pas en dire plus, mais je vais quand même tenter le coup. Jason et les Argonautes, par exemple. Ah bon, ça on peut le dire. Ben oui, Jason et les Argonautes, pour lui c'était une image qui était assez flamboyante, parce que elle faisait rêver. Et là aussi, on s'est retrouvé facilement. Jean voulait que des gens comme nous, qui étaient, c'est vrai, en tant qu'universitaires, des gens essayant d'apporter du concret, une réflexion basée sur des documents, mais il me disait, tu comprends, tout ça c'est bien gentil, mais il faut aussi, et peut-être d'abord, faire rêver les gens. Et c'est vrai que un jour, je me dis, les gens, il y a certains thèmes qui sont privilégiés pour faire rêver. Par exemple, tu vois, à l'époque, j'étais très branché sur Excalibur. Excalibur, les chevaliers de la table ronde, puis évidemment mes chers Templiers. Oui, oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Et il m'a dit, tu vois, il ne t'a pas échappé, puisque tu te consacres aux Templiers, que les Templiers, c'est un sujet qui continue à provoquer beaucoup de publications, de qualité très variables. Et il faut bien le dire, les choses comme elles sont, souvent très médiocres. Parce que, bon, les fantasmes, ça fait vite son chemin. Mais il me disait, c'est révélateur, parce que ça veut dire que, en soi, si on a le réflexe de l'universitaire, on se dit, oh, ben ça c'est pas sérieux, le trésor des Templiers, le secret des Templiers, la légende des Templiers, mais ça fait rêver. Alors, à partir du moment où les gens rêvent, ben, ils peuvent être amenés à s'intéresser plus sérieusement au sujet en question. Et là, ben, si on réussit ça, d'une certaine façon, on a gagné. Parce qu'on leur permet de franchir une étape fondamentale qui est de passer de l'imaginaire. Mais l'imaginaire, c'est fondamental, c'est nécessaire. Mais passer de l'imaginaire à ce qu'il faut bien qualifier de scientifique. Mais quand on commence à dire scientifique, il y a des gens que ça refroidit. Ah ben oui, scientifique, c'est emmerdant. Scientifique. Non, on peut faire un travail scientifique qui n'est pas emmerdant, excusez-moi, mais par exemple, dans le domaine de l'archéologie, on peut être amené à faire des découvertes passionnantes à partir de choses très, très menues, très, très modestes. Un tesson de poterie, ça peut vous amener à beaucoup de choses, à découvrir bien des choses. Et c'est vrai que Jean était très sensible à tout ça, à tout ce qui peut permettre. C'est pour ça qu'il a fait un beau travail de vulgarisation. Tout ce qui peut permettre à des gens intéressés, des gens intelligents, pas les farfelus, pas les doudins, mais des gens intéressants, pas forcément bardés de diplômes, mais des gens qui ont le souci de faire les choses sérieusement. Ça peut les amener à découvrir de leur part même un certain talent. Moi, c'est vrai qu'il m'est arrivé parfois, quand je faisais des cours à Lyon 3, on appelait ça pudiquement l'université pour tous. C'était en fait ce que dans nos universités, on appelait plus crûment l'université de troisième âge. Bon, c'est vrai que l'université de troisième âge, c'est pas une appellation très bandante, donc il valait mieux dire pour tous. Mais moi, j'aimais bien faire des cours dans ce cadre-là, d'abord parce que les gens qui venaient là n'étaient pas tous des vieillards, loin de là. Il y avait des gens qui venaient là par curiosité, par
par désir d'apprendre des choses, très, très sincèrement. Et souvent, ces gens-là étaient des auditeurs plus valables que certains étudiants qui étaient des gens foutres. Donc, il m'est arrivé de trouver parmi ces gens qui venaient écouter des sujets a priori pas forcément faciles, des gens qui ensuite se penchaient, d'abord venaient poser des questions. Hein, monsieur, mais vous avez dit ça sur tel... Je me souviens qu'un de mes cours favoris, c'était la place de la femme dans les sociétés médiévales, où je me régalais parce que, évidemment, je faisais le parallèle entre la femme dans les sociétés musulmanes et les sociétés européennes. Et là, je pouvais y aller de bon cœur parce que les gens trouvaient ça les scandalisait pas d'entendre dire que c'était pas tout à fait la même chose, quoi, que entre une civilisation qui considère la femme comme une bête de somme ou au mieux une putain, et puis une civilisation qui a le respect et la dignité de la femme, il y a un monde, il y a deux mondes incompatibles, deux civilisations incompatibles. Et ça, c'est aussi, je pense, qu'on a apporté peut-être avec Jean, y compris dans le cadre du Front National, en expliquant souvent à des auditoires de gens qui n'étaient pas spécialisés, pas formés spécialement pour ça, mais qui étaient heureux d'apprendre des choses, en leur expliquant que la confrontation entre le monde européen et le monde musulman, c'était une confrontation de civilisation et que ça pouvait déboucher, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, sur une guerre de civilisation. Et là, les gens disent, oui, vous avez raison. On y est d'ailleurs. Je n'avais pas besoin de les forcer beaucoup pour qu'ils en arrivent à la conclusion en disant eux-mêmes, oui, on y est, ça y est. Donc là, quand je sortais d'un cours comme celui-là, je me disais, allez, j'ai pas perdu mon temps. Il y a des gens qui repartent un peu mieux armés pour le monde dans lequel ils sont. Dans le numéro 95 de Terre Pop Magazine, Jean Oudry t'a livré en fait un article sur la sortie de son livre La tradition indo-européenne, et il dit, je cite, « La tradition comporte 4 formes, aristocratique, la principale, populaire, le folklore, marginal et secrète. » Alors du coup, je reviens à ma question sur Jason et les Argonautes. Est-ce qu'on est quelque part dans une forme de tradition aristocratique ou plutôt secrète ? Bien sûr, mais les deux vont souvent ensemble. C'est-à-dire que, selon la formule populaire bien connue, on ne donne pas de la confiture au cochon. C'est vrai que à quoi sert un certain enseignement, une certaine tradition que par facilité on peut qualifier de secrète parce que ça fait phosphorer l'imagination, mais que j'appellerais moi plutôt discrète. C'est vrai que les gens qui ont le souci de transmettre quelque chose, mais pas à n'importe qui, pas n'importe quoi à n'importe qui, parce que ça serait dommage, et puis ça n'en vaut pas la peine. Je veux dire, il y a des gens qui sont incapables de comprendre ce qu'on peut essayer de leur faire comprendre. Donc, c'est vrai que la dimension discrète, la dimension peut-être même parfois dissimulée sous certaines apparences, ça c'est le rôle des mythes et des symboles. C'est très important. Tout ce qui touche au symbolisme, parce que dans les symboles, il y a tout un message. J'en avais souvent parlé avec quelqu'un sur qui j'ai fait un petit bouquin qui s'appelait Henri Vincenot, et je lui parlais entre autres de certains de ses livres comme la Bibaude, où il a de très belles pages sur le symbole de l'arbre. Et je lui disais, mais c'est extraordinaire parce que vous avez retrouvé, vous, avec votre travail de romancier,
certains fils conducteurs que vous ne soupçonniez peut-être pas forcément, mais comme quoi, par exemple, l'arbre, c'est en tant que tel un symbole de vie. L'arbre de vie, alors là, du coup, on revient dans le cadre des religions indo-européennes, c'est un symbole fondamental. Pourquoi ? Parce que l'arbre fait la transition et donc la transmission, fait la liaison entre ce qui est sous la terre, ce qui est à la surface de la terre et ce qui est au-dessus de la surface de la terre. Les racines, le tronc et la dôme du feuillage. Et tout ça se tient, c'est un ensemble. Et c'est à l'image de la vie de l'homme, avec la naissance, la maturité et la mort. Mais ce sont des étapes nécessaires qu'il ne faut pas percevoir comme scandaleuses. Les gens qui me disent la mort c'est scandaleux, je leur dis non, la mort ça fait partie de la vie et il faut la prendre comme telle. Alors parfois ça n'est pas forcément facile, si ça vous concerne vous-même ou si ça concerne quelqu'un qui vous est proche, voire très proche, mais en fait c'est ce qui permet d'atteindre une certaine sérénité. Et Jean avait été très marqué par le fait que dans certaines branches de la tradition indo-européenne, la notion de sérénité est primordiale. Regardez les choses, non pas avec détachement. Les gens font un contresens lorsqu'ils disent avec détachement. Pas avec détachement, mais avec sérénité. En ayant le recul nécessaire pour faire la part des choses. Moi, c'est quelque chose que j'ai compris sur le tard. Pendant la plus grande partie de ma vie, j'ai été quelqu'un d'un peu bouillant, emporté dans le flot des événements et activiste. Ce qu'on m'a dit un jour, mais monsieur, c'est un flic qui m'a dit « Oh, vous êtes un activiste !» Oui, je dis « Je m'en flatte, merci. C'est gentil de me le dire. » « C'est pas un compliment, hein !» Je dis « Moi, je le prends comme ça, excusez-moi. » Et c'est vrai que ça... quand on est pris dans un certain rythme, un certain type de vie, on a tendance à oublier qu'il faut prendre un peu de hauteur, prendre un peu de recul. Je prends une image qui est celle de Zarathustra, monter un peu sur la montagne. Et quand on est sur la montagne, les choses prennent leur vraie dimension. On ramène les choses à leur bonne dimension, à leur vraie dimension. Ne pas attacher trop d'importance à ce qui ne le mérite pas, n'en vaut pas la peine. Par contre, oui, prendre en considération ce qui est réellement important. Enfin là, je m'éloigne un peu. Non, mais tu t'es pas éloigné. Mais Jean-Audry était complètement... il nous arrivait souvent de parler de ce genre de sujet. Ça tombe bien parce que je vais te relancer là-dessus. Tu as pu, contrairement à d'autres, aller assister Jean dans ses derniers moments. Est-ce que tu sais s'il a été incinéré, enterré et quel regard il avait sur la mort? Est-ce qu'il pensait qu'il y avait un retour sous une autre forme ou pas? Oui. Puisque tu poses la question, il a été incinéré. Je l'ai vu 2 jours avant sa mort. Il était parfaitement paisible. Il savait que c'était la fin. Mais il m'a dit c'est bien que tu sois venu parce que... Excusez-moi. À quelques jours près, ça aurait été trop tard. Et je m'en rendais compte, évidemment, je le voyais. Mais voilà, j'ai souvent dit, en parlant de Jean, c'était un vieux Romain. Il avait ce tempérament des vieux Romains, les vieux Romains, c'est-à-dire à la Caton, qui voient les choses tranquillement. Il faut quitter la vie, eh ben, quittons la vie. Si possible,
correctement, sans se lamenter, sans jérémiade. Il faut faire les choses convenablement, correctement. Jean a toujours eu ce souci, c'est pour ça aussi qu'il ne se livrait en fait pas facilement. Je crois qu'il y a très peu de personnes à qui il s'est livré vraiment, et parce que ça lui paraissait inconvenant de déballer, et surtout de déballer n'importe qui. Parfois, il nous arrivait, on était en pleine conversation sur certains sujets, puis arrivait quelqu'un qui pouvait être un ami, quelqu'un mais je me souviens souvent, il me disait « Ah, bon, parlons d'autre chose ». Je savais ce que ça voulait dire. Ça, c'est pour nous, ça reste entre nous, et voilà, on ne va pas le crier sur les toits. Et ça, c'était aussi un trait de caractère qui était très marquant chez lui. Il avait la sérénité des stoïciens. C'était un stoïque, Jean. Et les stoïciens, c'est une école de philosophie qui est fort mal connue. Souvent les gens en parlent sans bien savoir de quoi ils parlent. Mais c'est une école intéressante qui apprenait aux gens justement à faire la part des choses, à prendre la vie comme elle est, et en même temps en sachant apprécier ce qu'apporte la vie. Il ne s'agissait pas du tout de regarder les choses avec amertume, avec dédain, non, pas du tout. Chaque minute qui passe est un nouveau jour. C'est une formule qui me plaît beaucoup, parce que c'est vrai. Ça peut être ça. C'est pas forcément vrai pour tout le monde, mais ça peut aussi être ça. Et c'est ce qui fait que je pense que pour répondre à ta question, Jean est mort sans être désespéré. Il y a beaucoup de gens qui meurent en étant désespérés, en se disant mais qu'est-ce qui m'attend, c'est le grand trou noir. Non, lui, on était tombé d'accord là-dessus. Nous pensions qu'il y avait quelque chose après. Très précisément quoi, ça serait présomptueux de le dire, mais quelque chose. Et à travers certaines expériences personnelles, on peut se rendre compte. Il y a des gens qui ont été très chers, qui sont partis et avec qui on reste en contact. Ça, je le crois profondément, je sais de quoi je parle. Je le vis toutes les nuits. Merci de ta réponse, Pierre. Alors, du coup, j'allais presque en oublier l'essentiel. À un moment, Jean Oudry décide de te rejoindre quand tu crées Terre et Peuple. Oui. Il a tout de suite été partant. Il a bien compris ce que je voulais faire. Et dès le départ, il m'a dit, tu sais, tu peux compter sur moi, quoi qu'il arrive. Et donc, et il l'a mis en application. Vraiment, c'était plus pour moi qu'un camarade de combat. C'était un frère de combat, avec tout ce qu'implique le mot frère. Je n'utilise pas facilement ce mot-là, parce que si on veut qu'il garde un sens authentique, il faut pas l'utiliser pour n'importe quoi et n'importe qui. Mais oui, il a bien compris. Et, en particulier lorsque il y a des gens qui venaient à l'issue d'une réunion qu'on avait faite, ou parfois en petit comité, qui venaient me poser des questions. Moi, j'ai jamais refusé de répondre à des questions, même si parfois certaines étaient un peu bébêtes, mais bon, par principe, je réponds.
Et il avait toujours le souci d'aller à l'essentiel. Et je lui avais dit, Jean, tu vois, ce que nous faisons, ça s'inscrit dans une certaine lignée. Nous avons des prédécesseurs, nous avons des ancêtres. Ça se faisait sourire. Et nous, comme eux, on sait bien que ce qui est important, c'est ce qui est religieux. Ce que nous faisons, plus que politique, parce que politique, c'est indispensable. Ça fait partie de la vie. Il ne faut ni le négliger, ni le mépriser, ce serait stupide. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce qui est religieux, parce que la religion, c'est ce qui relie. Le mot religere en latin signifie relier. Donc relier des hommes entre eux, mais en profondeur, pas de façon superficielle, en se tapant sur le ventre, en buvant un pastis, non. Quelque chose de plus profond. Et puis se relier aussi à ce que j'appellerais l'invisible, le sacré. Je veux consacrer une partie d'un prochain numéro de la revue Terre et Peuple au sens du sacré, parce que je pense qu'aujourd'hui, ce qui manque dans le monde où nous sommes, c'est le sens du sacré. Nous avons perdu le sens du sacré, et ça, c'est une rupture qui peut être mortelle, parce que on rompt avec l'essentiel. L'essentiel, c'est peut-être justement ce qui est invisible. Il y a une phrase que je rappelle souvent, elle me plaît beaucoup, c'est dans un film. Tu sais, Roberto sait que je suis un amateur de cinéma, et c'est dans le film Quai des Brumes. Quai des Brumes, ah bon, Quai des Brumes, bah oui, Quai des Brumes avec Jean Gabin et Michel Morgan. Et à un moment donné, il y a un personnage qui est joué par un comédien que j'aimais beaucoup, Le Vigan, qui aujourd'hui est inconnu, mais c'était un grand comédien. Comme par hasard, il a été obligé de quitter la France en 1945 parce qu'il était un tout petit peu engagé. C'était un ami de Céline, enfin bref. Mais c'était quelqu'un de très bien. Et ce personnage que joue Le Vigan dans le Quai des Brumes, c'est un peintre. Et Jean Gabin, qui est un soldat déserteur, donc un peu rugueux, un peu sympa, mais bon, il ne fait pas forcément dans la finesse. Il dit, mais alors, vous êtes peintre? Mais pourquoi vous êtes peintre? Et Le Vigan lui répond, c'est parce que je veux voir les choses qui sont derrière les choses. Alors Jean Gabin, ah bon, ah oui, ça lui passe un petit peu au-dessus de la tête, mais bon, il trouve le gars sympa. Dans les 5 minutes qui suivent, d'ailleurs dans le film, on apprend que Le Vigan s'est suicidé. Il a laissé à Jean Gabin, qui avait besoin de s'habiller en civil, parce que déserteur avec un uniforme sur le dos, c'est pas très bon. Et le peintre lui a laissé ses vêtements. Et j'aime bien cette phrase. Je veux voir ce qui est derrière les choses. Voilà. On arrive quasiment à la fin de cet entretien, Pierre. J'ai encore une ou deux petites questions, mais dans la continuité de ce que tu viens de dire, Jean Oudry, comme Jean Mabir d'ailleurs, était président d'honneur. Oui, bien sûr. Et en préparant cette émission, tu nous as dit que tu souhaitais qu'il le reste, comme Jean Mabir. Terre et Peuple continuera à avoir 2 présidents d'honneur. Il n'en aura pas 3, mais il en aura 2. Jean Mabir et Jean Oudry, parce que pour moi, ils sont toujours là. Selon une phrase qui figure dans un chant que j'aime bien, ils marchent en esprit dans nos rangs, et ça, j'en suis complètement convaincu. Pour moi, les 2 Jean, ils sont toujours là. De temps en temps, d'ailleurs, je fais appel à eux pour leur demander leurs conseils, savoir ce qu'il faut que je fasse. Parce que je n'ai pas la prétention de toujours savoir ce qu'il faut faire, et j'aime bien avoir l'avis de gens comme eux. Ça a l'air idiot, mais... Oh non.
Ok, non, c'est précieux ce que tu me dis là, Pierre. Écoute, si tu veux un dernier mot pour clôturer cette émission, pour rendre hommage à Jean ou quelque chose qu'on n'aurait pas dit. Tout bonnement, le fait que Jean, à travers son œuvre, je disais à l'instant qu'il restera parmi nous, il restera parmi nous par son exemple, bien sûr, mais aussi grâce à son œuvre. Et moi, je me plais à croire que dans quelques dizaines d'années, un jeune garçon ou une jeune fille qui souhaite apprendre des choses tombe un jour, pourquoi pas dans une vente de livres d'occasion, sur un livre signé Jean Audry, par exemple ce livre que nous avons édité, Le message de nos ancêtres, et qui est destiné à expliquer alors à de jeunes lecteurs. J'ai pas suffisamment insisté là-dessus tout à l'heure. Jean savait s'adapter à des publics et à des lecteurs très différents. Là, il a fait un travail, on va dire de romancier, mais c'est plus qu'un roman, c'est autre chose. C'est un texte d'évocation, c'est un poème d'une certaine façon. Parce que Jean était aussi un poète. Ça, c'est un aspect de lui que sans doute méconnu, parce que Jean était un timide. Et pour se protéger, comme le font souvent les timides, il se murait dans une armure. Mais l'armure, c'était pour les cons, passez-moi l'expression. Ceux qui le connaissaient vraiment savaient que ce n'était qu'une armure, que le vrai Jean, il était ailleurs. Donc je pense que c'est ce Jean-là qui restera, quoi qu'il arrive. Pierre, merci beaucoup pour le temps que tu as bien voulu nous accorder. C'est moi qui vous remercie tous les deux. Jean était effectivement quelqu'un d'exemplaire, et quoi qu'il arrive, Jean Audry, présent.